La scène du crime ne recèle guère d'indices pour les policiers. Elle ne soulève que des questions terrifiantes. Les procureurs devront sonder l'esprit d'un meurtrier cruel pour comprendre ce crime gratuit et rendre justice à des parents qui vivent un véritable cauchemar. Oceanside, en Californie, est une station balnéaire reconnue pour son atmosphère décontractée et ses magnifiques plages. Mais en 1998, cette petite ville californienne sera anéantie après le passage d'un meurtrier cruel. C'est le procureur David Rubin qui est chargé d'expliquer ce crime terrifiant. Dans la plupart des cas dont je me suis occupé, le mobile du meurtre était le vol et je pouvais alors dire au jury: mesdames et messieurs, il a commis ce crime parce qu'il voulait cette radio ou cette voiture. Mais dans ce cas-ci, c'était différent. Ce type avait tué quelqu'un pour le seul plaisir de tuer. Le 14 novembre, soit quelques semaines avant l'Action de grâce, la famille Gerard se réunit dans la petite ville d'Oceanside, en Californie. Sharon Checky est venue par avion de Sacramento avec son fils Matthew, âgé de 9 ans. Matthew et ses cousins jouent depuis un moment sur la plage pendant que ses tantes et ses oncles terminent de ranger leurs affaires après un pique-nique. Un peu avant 20 h, il dit à sa tante qu'il doit aller aux toilettes et il part en direction des toilettes publiques. Elle le suit à quelques secondes près. Tout à coup, elle entend quelqu'un suffoquer derrière le mur de la toilette. Un jeune homme sort alors en trombe. Elle se précipite à l'intérieur où elle trouve Matthew couvert de sang. Quelqu'un l'a attaqué. L'oncle de Matthew et ses cousins arrivent alors en courant. Pendant ce temps, quelqu'un va chercher Sharon, la mère du garçon. Matthew gît sur le sol, la gorge tranchée. L'oncle de Matthew appelle le service d'urgence de la police d'Oceanside. Voici l'enregistrement réel de l'échange. Oceanside PD? Yes, I need an ambulance, a helicopter right now. We're at Oceanside Harbor. Someone stabbed my little nephew. I need you to take something clean and I need you to lay something on his throat to try to control that bullet breathing, but don't press too hard. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivent sur les lieux pendant que l'oncle du garçon essaie de le ranimer. Malgré leur rapidité et leur expérience, ils ne parviennent pas à sauver Matthew. Il est déclaré mort sur les lieux. À leur arrivée, les policiers commencent par interroger la tante de Matthew. Elle leur dit qu'elle se trouvait devant les toilettes quand un jeune homme est sorti en courant. Elle le décrit comme étant petit, mince, avec la peau claire et des cheveux bruns. Elle ne l'a jamais vu auparavant. Fait étonnant, elle a revu l'homme quand elle a été chercher de l'aide, mais il a aussitôt disparu dans l'aire de stationnement. Ce n'était sans doute qu'un autre jeune homme parmi tant d'autres. La police d'Oceanside transmet un bulletin à tous les services de police des environs et interdit l'accès au lieu où le crime s'est produit. On ratisse le secteur à la recherche du moindre indice sur l'identité de l'assaillant de Matthew. Le lendemain matin, les agents contactent le bureau du procureur local.
L'enquêteur Terry Jensen est assigné à assister les policiers dans cette affaire. Il n'y avait pas beaucoup d'indices matériels sur la scène du crime. Il était donc primordial pour nous de trouver des témoins et de recueillir des morceaux du puzzle. À ce moment-là, on ne disposait d'aucun suspect. On n'avait aucune information permettant de résoudre cette enquête. On cherchait donc tout ce qu'on pourrait trouver. On établit un centre de commandement dans une caravane près de la plage. Les agents se dispersent pour ratisser le secteur à la recherche d'une piste qui les mènera vers le meurtrier. Ils utilisent des détecteurs de métal pour trouver l'arme du crime. Parce que ce crime semble avoir été commis au hasard et que le meurtrier est toujours en liberté, le procureur David Rubin rejoint Jensen sur les lieux du crime. Je n'étais pas préparé à ce que j'allais voir. On ne peut jamais se préparer à quelque chose comme ça. Vous entrez dans les toilettes et la pièce est couverte de sang. Vous voulez que le criminel soit mis derrière les barreaux. Ce type a tué un jeune garçon au hasard juste pour son plaisir. C'est quelqu'un qui doit être arrêté et jugé au plus vite. Mais pour faire condamner le meurtrier, les policiers doivent d'abord le trouver. Ils espèrent qu'il a laissé des indices derrière lui sur les lieux du crime. Malheureusement, ils ont du mal à reconstituer les événements. Ils espèrent qu'une analyse de sang permettra de faire la lumière sur le crime. On avait besoin d'un expert qui nous donnerait des informations sur cette scène de crime à partir des taches de sang. Que s'était-il passé? Matthew était mort et il gisait par terre. Mais que s'était-il passé? On avait besoin de savoir, et l'on devait trouver des indices pour reconstituer les événements. Après 24 heures d'examen, les enquêteurs font venir Brian Kennedy par avion. Cet expert en analyse de projection de sang a passé les 20 dernières années à analyser les taches de sang laissées sur le lieu d'un crime. Un petit garçon de 9 ans s'était fait trancher la gorge. D'un point de vue psychologique, une affaire pareille ébranle tout enquêteur. On veut en apprendre le plus possible pour résoudre une affaire comme celle-là. Les enquêteurs ressentent de l'anxiété pour la famille de l'enfant. Ils savent comment les parents se sentent ayant eux-mêmes des enfants. Il fallait qu'ils découvrent ce qui s'était passé. L'histoire commence à se dévoiler à Brian Kennedy dès ses premières analyses. Il était évident que la blessure infligée à l'enfant était mortelle. Les taches de sang relevées sur les murs qui avaient été causées lors de l'hémorragie artérielle étaient éloquentes. Uniquement à voir la façon dont le sang a été projeté, Kennedy croit que Matthew est mort instantanément alors qu'il était encore debout. Kennedy dit aux policiers que le meurtrier est droitier, qu'il est arrivé par derrière avec un couteau et qu'il a peut-être tenu la plaie ouverte pour que sa victime perde son sang le plus vite possible. L'autopsie confirme l'analyse de Kennedy. Le médecin légiste constate qu'une coupure unique a sectionné les veines jugulaires et la carotide droite avec un couteau équipé d'une lame à 2 tranchants. Les policiers décident de ne pas révéler publiquement que Matthew a aussi reçu 5 coups de couteau dans le haut du dos. Généralement, les services de police ne révèlent pas toutes les informations. Ça leur donne un gros atout. Comme ça, seul l'individu qui a réellement commis le crime pourra fournir ces informations. C'est une affaire tragique et bientôt des gens de partout en Californie témoignent leur tristesse à la famille en organisant des cérémonies à la mémoire du garçon. Le crime a également fait très peur à la population. Matthew n'a échappé au regard de ses proches que pendant quelques secondes. Et maintenant, il n'est plus là.
C'est le pire cauchemar que peuvent vivre des parents. Il y avait un sentiment de panique dans la population. Les gens emmènent leurs enfants dans les centres commerciaux, à la plage, et ils vont régulièrement aux toilettes. Que peuvent faire des parents pour empêcher quelque chose comme ça d'arriver? La réponse, c'est rien. On a un sentiment d'impuissance quand on réalise qu'on n'aurait rien pu faire. Les enquêteurs font tout ce qu'ils peuvent pour trouver le meurtrier. Mais ils ignorent tout de lui et ne savent pas ce qu'il fera par la suite. Il semble s'être volatilisé. Et de fait, à ce moment précis, il monte à bord d'un autocar pour Los Angeles, où il pourra chercher à loisir d'autres proies. Le lundi 16 novembre 1998, soit 2 jours après le meurtre de Matthew Checchi, le meurtrier se cache à Los Angeles. À 6h30 du matin, Maria Luisa Rosales, âgée de 40 ans, se rend à la manufacture de vêtements où elle travaille, lorsqu'un jeune homme portant un sac à dos s'approche d'elle et lui pose une question. Quand elle s'arrête pour lui répondre, il l'attaque. Par chance, des collègues de travail de la femme arrivent au même moment. Tout se passe très vite. Les témoins croient que le jeune homme frappe la femme à coups de poing. Un autre collègue témoin de l'attaque accourt. Entouré de 3 hommes, l'assaillant laisse tomber son couteau et s'affaisse par terre, les suppliant de ne pas le toucher. Grâce à leur rapidité, les collègues de Maria lui ont sauvé la vie. Les policiers trouvent le suspect assis calmement par terre. Il déclare qu'il s'appelle Brandon Wilson et dit qu'il s'agit d'une erreur, qu'il poursuivait l'assaillant, mais que les hommes l'ont agrippé, lui, plutôt que le vrai coupable. Mais cette fois-ci, il y a eu des témoins à cette attaque sanglante. Les agents ne s'expliquent pas pourquoi Wilson a attaqué une parfaite inconnue. Mais quand celui-ci commence à tout déballer, les enquêteurs contactent le procureur local d'Oceanside, David Rubin. Les enquêteurs d'Hollywood à Los Angeles lui ont demandé s'il avait déjà attaqué quelqu'un d'autre comme ça auparavant. Il a reconnu que 2 jours plus tôt, il avait attaqué un garçon à Oceanside et l'avait tué. Les enquêteurs ont appelé la police d'Oceanside pour vérifier si cette histoire était vraie. Ils avaient obtenu des détails de sa part qui n'avaient pas été transmis aux médias. Les policiers savaient donc qu'il détenait le coupable, ou du moins quelqu'un qui savait tout de ce meurtre. Même s'il ne correspond pas à la description du suspect d'Oceanside, Wilson affirme avoir poignardé Matthew à 5 reprises dans le dos avant de lui trancher la gorge. C'est une information que seul le meurtrier pouvait connaître. Les policiers d'Oceanside se rendent aussitôt à Los Angeles pour aller chercher Wilson et le soumettre à un interrogatoire. À leur grande surprise, il est prêt à dire tout ce qu'il sait de l'affaire sur un enregistrement vidéo. Voici l'enregistrement réel des aveux de Brandon Wilson à l'enquêteur McDonough du service de police d'Oceanside. And what was your intent? To kill. To find the victim. To find the victim. All right. So you were hunting. Exactly. Quand l'enquêteur McDonough lui demande pourquoi, Wilson répond qu'une voix lui a demandé d'agir ainsi. When people die and they have not attained enlightenment, they don't die. They come back. So when I kill them, I'm letting them be born again. So you place yourself in a God position. L'enquêteur Jensen du bureau du procureur se rend alors compte qu'il s'agit vraisemblablement d'un cas d'aliénation mentale. Avant Brandon durant l'interrogatoire et sa façon de répondre aux questions et ce qu'il disait,
notamment ses remarques sur Dieu et sur d'autres aspects de l'affaire. On a vite été amené à croire que la défense allait vraisemblablement baser ses arguments sur la thèse de l'aliénation mentale du prévenu. Les procureurs sont d'avis que Wilson est déséquilibré. Ils commencent par tenter de déterminer si le suspect connaît la différence entre le bien et le mal. On l'a interrogé sur ce qui est mal ou non, parce que c'est primordial en Californie pour déterminer si quelqu'un souffre d'aliénation mentale. Tell me what you believe right and wrong is. The same thing. Explain it. There's no difference between right and wrong. Okay, help me understand that. Everything's right. Le procureur donne alors des consignes à l'enquêteur qui interroge Wilson. Il veut trouver quelque chose dans le passé du suspect qui donnerait un aperçu de son état d'esprit. On voulait connaître sa vie en détail. À un moment donné, on a dit à l'enquêteur de lui poser des questions sur lui-même. On voulait savoir, par exemple, où il avait grandi. Wilson déclare à la police qu'il a consommé beaucoup de drogue au cours de son adolescence. Et bien qu'il ait obtenu des résultats scolaires assez bons pour être accepté au collège, il a décidé de prendre des petits boulots à la Croix, au Wisconsin. Il ajoute qu'il a quitté la maison le lendemain de son 20e anniversaire et financé le voyage qu'il comptait faire avec un montant obtenu de ses assurances après un accident de voiture. Wilson s'est dirigé vers l'ouest pendant quelques mois jusqu'à Seattle. Il a aussi été au Colorado et en Oregon. Il se décrit comme quelqu'un de timide et d'antisocial. Il dit aussi qu'il a consommé beaucoup de drogues hallucinogènes. Il raconte qu'il campait seul dans le désert en Californie quand il a pris 5 fois la dose normale de LSD. Wilson affirme que c'est alors qu'il a su qu'il devait tuer quelqu'un. Il dit qu'il s'est rendu compte que sa mission était de rétablir l'équilibre entre le bien et le mal en commettant un meurtre. Wilson, qui a abandonné sa voiture un mois plus tôt, monte à bord d'un autocar vers Oceanside. Selon ses propres mots, le soir du meurtre, il était un chasseur et il cherchait la victime idéale. Il a croisé quelques femmes sur la plage, mais a décidé de ne pas s'en prendre à elles. Il a ensuite aperçu les enfants de la famille Gerhard qui jouaient sur le terrain de jeu de la plage. You need to go to the bathroom. No. 5 minutes? You can wait. We're going anywhere. Pour le procureur David Rubin, le comportement de Brandon Wilson ne correspond pas à celui d'un homme dérangé mentalement. Selon lui, Wilson était en parfaite maîtrise de lui-même quand il a pris la vie de Matthew Checky. Il a été rapide et il a presque donné un coup de couteau chirurgical à Matthew. Il lui a tranché la gorge. Il savait exactement ce qu'il faisait. Après l'interrogatoire de Wilson, les policiers d'Oceanside reconstituent les allées et venues du tueur et trouvent sa chambre de motel. Ils veulent recueillir des indices pour corroborer ses aveux et compléter le dossier de l'enquête. Les experts qui ont fouillé la chambre de motel de Brandon Wilson ont trouvé des traces de sang dans les tuyaux du lavabo. De toute évidence, Brandon Wilson s'est rasé la tête après avoir commis le meurtre. Les enquêteurs se rendent donc chez tous les coiffeurs des environs pour savoir si quelqu'un ne l'aurait pas vu. La coiffeuse Lorraine Vulich se rappelle bien Wilson à cause de son comportement étrange.
Il ne s'est pas regardé dans le miroir et n'a pas touché à sa tête. D'habitude, quand on rase la tête d'un client, il fait des blagues en se regardant dans le miroir. Pendant qu'on fait la coupe, on l'assoit dos au miroir. Mais lui, il s'est simplement levé, il a réglé la note à la caisse, a pris sa monnaie et il est parti. L'enquêteur Jensen prend l'avion pour Seattle pour y rencontrer des amis de Wilson et tenter d'en apprendre un peu plus sur lui. On a découvert par le biais d'interrogatoires qu'il avait déjà eu l'intention de tuer des animaux, qu'il avait déjà pensé à tuer. En interrogeant son frère et un ami à Seattle, on a appris qu'il leur avait déjà parlé de ce que ça lui ferait de voir la mort. De voir le regard de quelqu'un qui était en train de mourir et de contempler la mort en plein visage. Brandon Wilson est devenu obsédé par l'idée de contempler la mort. Pendant que les policiers continuent de recueillir des indices, le procureur David Rubin réunit son équipe et commence à travailler sur l'acte d'accusation. Comme on avait obtenu ses aveux, il ne s'agissait pas de savoir qui avait tué, mais plutôt de déterminer la gravité de son crime. La partie poursuivante décide de faire accuser le suspect de meurtre au premier degré avec préméditation ou guet-apens. Si Brandon Wilson est reconnu coupable, il sera passible de la peine de mort selon les lois de la Californie. Peu de temps avant la mise en accusation, la Cour désigne un avocat pour la défense de Wilson. Kurt Owen fait partie d'une équipe de défenseurs des droits des citoyens qui se spécialise dans les cas de peine capitale. Lors de sa première rencontre avec Wilson, il ne sait trop que penser de lui. Quand j'ai rencontré Brandon pour la première fois, il était très silencieux, poli et semblait très intelligent. Il ne correspondait en rien au profil de quelqu'un qui aurait pu commettre ce crime. Or, je savais qu'il l'avait commis. Ce jour-là, il m'est apparu normal. Mais lors de l'audience préliminaire de Wilson relative à l'accusation de meurtre, Owen est surpris par son client. Après qu'il a plaidé non coupable au nom de Wilson, ce dernier prend les choses en main dans une salle d'audience remplie de caméras de télévision. L'avocat essaie d'empêcher son client de parler. J'essayais de faire en sorte qu'il garde le silence, parce qu'il faisait ce qu'on appelle une confession judiciaire devant 8 caméras de télévision et 4 appareils photo, ce qui ne me faciliterait pas les choses. À ce moment-là, le juge a fait inscrire le plaidoyer avant de me donner congé. Wilson est de retour devant les tribunaux une semaine plus tard. Cette fois-ci, toutefois, il est étroitement surveillé. Owen défend son client avec les seuls arguments à sa disposition. S'il veut lui éviter la peine de mort, il doit prouver qu'il souffre d'aliénation mentale. Il me fallait utiliser le crime lui-même pour illustrer combien la conduite de mon client était insensée. Je ne pouvais pas m'expliquer ce crime autrement. Devant les tribunaux, l'aliénation ne doit pas être prise dans son sens médical ou éthique. En Californie et ailleurs, l'aliénation est un terme juridique. Et dès le départ, les procureurs savent qu'ils devront démontrer que Wilson est un meurtrier d'enfants qui a toutes ses facultés mentales. Brandon Wilson a été mis en détention seulement 2 jours après le meurtre de Matthew Checky, âgé de 9 ans. Wilson a avoué son crime en ajoutant qu'il avait reçu l'ordre de tuer quelqu'un. Il ne s'agit pas d'établir s'il est coupable ou non, mais s'il est sain d'esprit ou pas. Le 14 janvier 1999, Wilson plaide à la fois la culpabilité et la non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale, ouvrant ainsi la porte à une audience où on statuera sur son état mental et où un jury devra décider s'il est passible de la peine de mort ou s'il devra être interné dans une institution psychiatrique.
Lors d'une audience comme celle-là, la défense fait sa déclaration d'ouverture avant la partie poursuivante, car c'est elle qui a le fardeau de la preuve de l'aliénation mentale de son client. On confie à des psychiatres judiciaires la tâche de déterminer si Wilson souffre d'une maladie mentale. Celui-ci est examiné et soumis à une série d'examens par 5 professionnels de la santé. La défense fonde rarement son argumentation sur l'aliénation mentale parce qu'il est difficile de remporter une cause avec cette approche. Cette définition n'est pas du domaine de la science, elle est juridique. Le docteur Charles Rabiner, un expert indépendant, est l'un des psychiatres désignés par la Cour. L'État de la Californie voulait savoir dans quel état d'esprit il était à ce moment-là. Savait-il que ce qu'il faisait était mal? Et s'il le savait, aurait-il pu s'empêcher de commettre ce crime? Essentiellement, c'est ce qu'on cherche à savoir. Pour déterminer l'état du prévenu, les psychiatres analysent son sens de la réalité et le soumettent à des examens pour voir si son cerveau ne présenterait pas des anomalies. On leur demande également d'étudier l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire de Shirnside. Les questions de l'enquêteur McDonough sur le bien et le mal deviendront le point central de l'évaluation des psychiatres. Do you consciously know what you're doing when you do it? Okay. Do you know the difference between right and wrong? Give me an example. Okay. How did you... Is killing this boy right or wrong? Do you know how long it would take to... Lors du procès, on aborde le sujet de la consommation de LSD de Wilson, ainsi que celui de ses évaluations psychiatriques antérieures au crime. Le docteur Rabiner affirme que les fantasmes de Wilson ne l'ont pas entraîné à tuer Matthew. Ils ne lui ont servi qu'à justifier ses actes. L'expert croit que Brandon Wilson savait ce qu'il faisait et qu'il a tué parce qu'il le voulait. L'avocat de la défense, Kurt Owen, a engagé le docteur Donna Zimmerman pour qu'elle examine Wilson. Celle-ci affirme que Wilson souffre effectivement d'aliénation mentale. Elle croit que le prévenu souffre d'un trouble psychotique qui le rend incapable de faire la différence entre le bien et le mal. La poursuite fait alors témoigner le docteur Park Dietz, un psychiatre connu à l'échelle nationale. Celui-ci a une toute autre opinion. Dietz décrit les événements qui ont fait suite au meurtre de Matthew pour démontrer que Wilson faisait la différence entre le bien et le mal. What does that kind of tell us? He continued to flee, and at one point saw what he believed was an approaching police car, at which point he dove into a culvert in order to hide from the advancing lights and not be observed. When what he thought was a police car had passed, he then continued fleeing to the hotel, his motel room, and as soon as possible, he got inside his motel room. He washed his hands, he washed the blood off the knife. So all of those aspects of flight, of trying not to be captured immediately, are an indication of his knowing that what he'd done was wrong. Dietz poursuit en expliquant que Wilson s'est fait raser la tête pour modifier son apparence. Une fois de plus, cela indique qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mal. C'est très important qu'il se soit rendu compte que la société condamnerait ses actes, même si lui était d'avis qu'ils étaient justifiés. Le fait qu'un prévenu pense que les actions qu'il a faites sont acceptables ne rend pas ses actions acceptables, s'il reconnaît en même temps que la société les condamnera.
Titz n'ajoute pas foi aux affirmations de la défense selon lesquelles Wilson souffrait de troubles mentaux et qu'il ne faisait aucune différence entre le bien et le mal au moment du crime. C'était complètement faux. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il n'est pas responsable de ses actes. Selon la loi, le fait que quelqu'un soit malade ne fait aucune différence. S'il est malade, il faut que cette maladie l'ait rendu incapable de savoir que ce qu'il faisait était mal. Un peu avant la fin du procès, Brandon Wilson se présente à la barre. Celui-ci tient à plaider pour sa défense. Son avocat, Kurt Owen, espère qu'en l'entendant témoigner, le jury verra qu'il souffre effectivement d'aliénation mentale. Owen commence par interroger Brandon Wilson sur son passé. Ce dernier déclare qu'il a eu une enfance heureuse et normale dans une petite ville du Wisconsin. Mais à l'âge de 13 ans, il est devenu un enjeu lors du divorce de ses parents. Il a alors commencé à consommer de la drogue. Il s'est isolé de ses amis et s'est réfugié dans sa chambre où il a commencé à lire des livres de philosophie et de mythologie. Plus tard, il a été arrêté pour tentative de vol de voiture et a eu d'autres démêlés avec la justice, notamment pour avoir vandalisé un cimetière. Wilson raconte ensuite comment il a refoulé sa colère en consommant du LSD. Yes. This is gonna sound strange to you, okay? Hit me. I believe that if I would have killed my mother when I was 16 years old, that the world could have ended in the year 2000, and we could all be free from this. We wouldn't have to suffer. I believe that because I didn't do it, we're all going to suffer for another 1,000 years. Il explique qu'il a quitté la maison à son 20e anniversaire pour voyager et tenter de trouver un sens à sa vie. C'est lors de ce voyage qu'il a compris qu'il y avait quelque chose de diabolique en lui et qu'il devait tuer quelqu'un. Lors de sa plaidoirie finale, le procureur David Rubin décrit Wilson comme quelqu'un qui savait qu'il faisait le mal et qui a tué pour son seul plaisir. And we know by his actions, no matter how you approach this case, that he knows the nature and quality of the act. He understands the nature and quality of the act. And he can distinguish between right and wrong. Right and wrong because he knows it was legally wrong and he knew it was morally wrong as we, a community, see that. That's what I told you in opening statement 2 weeks ago. I think this evidence more than proves this. Defendant Wilson is sane. And I'm asking you to so find. Thank you. Thank you, Mr. Dans sa plaidoirie finale, l'avocat de la défense Kurt Owen réfute l'hypothèse du procureur et soutient que son client est incapable de différencier le bien du mal. Mr. Rubin and I apparently completely disagree on where the battlefield in this case lies. It is not, I think I've said this before, whether the defendant appreciated that the objective standard of right and wrong, both morally and legally, society's standard, said what he was doing was wrong, both morally and legally. The point is that he did not and could not understand the moral nature and quality of the act. L'affaire repose maintenant entre les mains des jurés.
Après avoir délibéré sur la question pendant 2 jours, ils rendent leur décision le 28 septembre 1999. We, the jury, in the above entitled cause, find the defendant, Brandon H. Wilson, was sane at the time of the commission of the crimes charged in the information, namely murder in the first degree in violation. Les procureurs sont heureux de l'issue de ce procès, mais loin d'avoir terminé leur travail. Ils devront maintenant convaincre le jury que Wilson mérite la peine capitale. Et pour y arriver, le procureur devra décrire en détail le meurtre crapuleux dont a été victime Matthew et l'effet que ce crime a eu sur ses proches. Quant à l'avocat de la défense, il fera l'impossible pour sauver la vie d'un jeune homme qui est, selon lui, gravement malade et qui mérite la clémence. Brandon Wilson a été déclaré saint d'esprit parce qu'il a reconnu devant les tribunaux qu'il avait tué Matthew Checchi, âgé de 9 ans. Il doit aller en cour une nouvelle fois afin qu'on puisse décider de sa sentence. Étant donné que Matthew a été surpris par son meurtrier, Brandon Wilson est passible de la peine de mort. Les jurés entendront maintenant la famille de Matthew Checchi témoigner. Le procureur Rubin appelle Sharon, la mère de Matthew, à la barre. Il lui demande d'abord de décrire son fils au jury. He liked to draw a lot. He said he wanted to be an engineer or a cartoonist or an architect. All right. And was he creative? Very creative. Tell us about that. He used to like to make things out of things around the house, you know. Paper towel rolls, cans. He used to like to make robots, and he used to write stories about aliens, and he just had a great imagination. Maybe we have a quick sidebar on something I'd like to mark. Pendant que Sharon Checchi est en proie à d'intenses émotions, Rubin prend une pause. Les réponses qu'il obtiendra d'elle par la suite auront un profond impact sur tous ceux qui seront présents. Le moment le plus difficile de ce procès a été celui où Sharon Checchi, la mère de Matthew, est venue à la barre et qu'elle a dû raconter ce qu'elle avait vu ce soir-là. Yes. And when you got into the bathroom, what did you see? I ran into the bathroom. Matt was on the floor, lying down on his back on the floor. And he had a gray jacket up to his neck. And there was blood all over the walls. What did you do? I kneeled down next to him and I put my hands on his hair and I said, Matt, it's Mom. I'm here. Hang in there, baby. I love you. Did you try to give him CPR as well? Yes. Okay. And what did you do to give him CPR? I breathed in his mouth, I think twice. Okay, did you see any reaction at all? Yes. What did you see? I saw blood come out of the side of his mouth. And I saw his eyes roll on the back of his head. I think at the time you thought that might be a good sign. I didn't know. I didn't see his throat. I didn't know that he was so badly injured. Quand Sharon Checchi, la mère de Matthew, a terminé son témoignage et qu'elle est sortie de la salle d'audience, je suis la première personne qu'elle a vue. Elle m'est tombée dans les bras comme si elle était soulagée. Et elle a éclaté en sanglots. Ça a été sans doute le moment le plus difficile que j'ai vécu de toute ma carrière au sein des forces de l'ordre. Brandon Wilson est ensuite appelé à la barre.
state your full name and spell your last name for the record? Brandon H. Wilson, W-I-L-S-O-N. Il veut parler en son propre nom. Kurt Owen tente de l'en dissuader, craignant qu'il ne signe lui-même son arrêt de mort. Mais l'obsession de Wilson pour la mort est impossible à contenir. Il tient à faire une déclaration sans être interrompu. I have advised you not to make a statement. Is that correct? That's correct. You wish to disregard my advice and make a statement anyway? I do. What is that statement, sir? First of all, I'd like to say that I feel no remorse whatsoever for what I've done. I would do it again in a second if I had the chance. I've explained to you my position here. My whole purpose in life is to help destroy your society. You people are here as representatives of that society. And as such, you should do everything in your power to rid the world of me. Execute me. Thank you. That will be sufficient. Mr. Rubin, any questions? No, Your Honor. You may step down, Mr. Wilson. Took both counsel. Mr. Wilson's present. Mr. Owen. Families. Lors de sa plaidoirie finale, Kurt Owen supplie le jury de se montrer clément et de faire incarcérer Wilson en prison où il sera soigné pour ses problèmes mentaux. From the beginning, the question has always been, why? Why? How could it happen? But there is treatment available for mental illness within the California Department of Corrections. Treatment that might well restore Brandon Wilson to the Brandon Wilson that used to live in Wisconsin. For this is a heartbreaking case. And your lives are never going to be the same either. Your lives are never going to be the same. You didn't ask for this job, but you were selected by Mr. Rubin and by me because we felt that you could take upon yourselves this incredible burden of trying to decide between life and death for Mr. Wilson. La défense soutient que Brandon Wilson pourrait être soigné en prison si on lui imposait une peine de réclusion à perpétuité. Mais le procureur, David Rubin, déclare pour sa part que la question n'est pas de faire soigner Brandon Wilson. This defendant was at the time. So he's treatable. So what? We're not here to determine if he's treatable. We're here to determine what's the punishment here. What do we do with him? What do you want to say to him? I mean, here's a fact. Le 6 octobre, après avoir voté à l'unanimité, le jury composé de 12 membres revient dans la salle d'audience. Brandon Wilson est condamné à mort. Après que ce dernier a demandé à être exécuté, le jury lui a accordé ce qu'il voulait. Pour Terry Jensen, le verdict a montré que le système judiciaire fonctionne. La justice s'est occupée de Brandon Wilson. Il ne pourra plus jamais faire de mal à qui que ce soit. On a rendu justice à Matthew et à sa famille. La société leur a rendu justice. Et personnellement, à titre d'enquêteur, j'ai tout fait pour m'assurer que le système fonctionnerait. Brandon Wilson attend à présent son exécution à la prison de San Quentin, en Californie. Plusieurs années encore vont s'écouler avant qu'il ne paye pour son crime et ne se retrouve face à la mort.